Alors, le thème qui m'est dévolu, c'est défis, opportunités et cartographie des priorités pour les villes durables, cas des communes maliennes. Alors, je, j'ai réparti mon intervention en deux parties, la partie crise et la partie opportunité. Et accessoirement, une troisième partie qui me permet de vous faire une cartographie, non pas une cartographie en termes de géographie des opportunités au Mali et des ressources. Euh, je commence par la partie crise, puisque notre pays traverse une crise institutionnelle au niveau de l'État, au niveau des collectivités publiques. Les dernières législatives, elles montent en 2016. Autant dire qu'on n'a aucun élu municipal euh, en cours de mandat. Et le gouvernement militaire a installé partout, ou quasiment partout, des délégations spéciales pour gérer les communes. Mais s'ajoute à cette crise institutionnelle une crise encore plus grave qui est la crise sécuritaire. Et cette crise sécuritaire fait que les experts estiment à 80% les territoires qui échappent à l'État. 80%. En l'occurrence, quasiment tout le Mali rural. Et une grande partie de ces territoires sont directement administrés par des groupes armés, indépendantistes et surtout djihadistes, qui appliquent la charia, donc qui appliquent le gouvernement théocratique obscurantiste. Et l'autre partie est en proie à l'insécurité, c'est-à-dire ce n'est ni contrôlé par l'État, ni administré par les groupes armés. Et donc, vous voyez que, eu égard de toutes ces crises, nous sommes en net recul euh, en ce qui concerne les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030. Euh, il y a aussi une crise humanitaire très grave. Le Mali, c'est à peu près 20-25 millions, je crois, 20 millions d'habitants. Il y a, d'après l'ONU, 6,4 millions de Maliens qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, c'est-à-dire 6, l'équivalent de la population peut-être euh, du Congo-Brazza, n'a rien à manger au Mali. Ces personnes-là, ils, ils ont vraiment besoin de quoi vivre. Donc, c'est une crise humanitaire sans précédent. Et, et en plus, on dit que le malheur ne vient jamais seul. On est dans un régime d'exception et on n'a pas un gouvernement élu. On a un régime qui est en rupture avec l'ordre constitutionnel. Et du coup, vu que cette situation a perduré au-delà du temps qui était dévolu, qui était accepté internationalement pour ça, en l'occurrence 18 mois, on en est à 5 ans maintenant, les partenaires internationaux ont déserté le pays. Et d'ailleurs, je crois le point 17 des objectifs de développement durable fait état de l'apport des financements internationaux pour supporter justement les réformes, les politiques publiques, la société civile, les entreprises. Euh, mais ces dernières, euh, ces dernières 2 années, les Benelux, ils sont partis. Ils étaient parmi les derniers grands pays, les derniers grands pourvoyeurs d'aide publique qui restaient encore au Mali. Euh, la Suède, la Finlande, ils sont partis euh, en raison de la prise de position du Mali, du vote malien en faveur
ce qu'on appelle l'agression russe vis-à-vis de l'Ukraine. Et cela a encouragé ces pays à justement arrêter leur aide au Mali. La France, elle est partie depuis bien longtemps avec, je crois, l'Agence française de développement qui a aussi, qui mettait, je crois, 100 milliards, 100 millions d'euros, 100 milliards de francs CFA, ou je sais pas. En tout cas, une somme colossale était enfin pourvue par la France. Et maintenant, le cas de l'USAID, tout le monde sait, ce n'est pas qu'au Mali, c'est international. Donc, c'est un vide très important pour le Mali, puisque ces fonds aidaient à financer justement les malades, les soins pour les malades du sida, ça aidait à financer énormément des services sociaux de base et aussi à entretenir un écosystème qui était favorable pour les entreprises, et des accords aussi avantageux comme l'OADA, pas l'OADA, je crois que ça s'appelle comment, l'accord avec les Américains là qui permet de commercer sans taxe avec les Américains. Tout ça s'est remis en cause. Autant dire que c'est très, très dur en ce moment pour le pays. Et donc, le délitement de l'État est vraiment réel. Et ça ne date pas de maintenant, parce que ça date de 2008. On avait souhaité, avec la solidarité internationale qui s'est manifestée en 2013, avec la mission de soutien au Mali, la mission onusienne et préalablement la mission de la CEDEAO. Cette mission avait réussi comment dire, à apporter une aide conséquente. Mais cette mission a été remerciée par le gouvernement militaire même en fin 2023. Donc, de ce fait, les opportunités, le pays regorge néanmoins d'opportunités et de défis, hein, parce qu'on va dire que les opportunités sont des comment dire, se conjuguent aux défis colossaux à relever pour le pays. Ce qui semble être des opportunités paraissent aujourd'hui être plus des défis. En l'occurrence, je peux parler des opportunités. Par exemple, quant à l'effort qui est déployé pour pallier à l'absence des collectivités publiques, les petites modernes, les municipalités qu'on avait connues, sont dans beaucoup de localités remplacées par des pouvoirs coutumiers. Des pouvoirs coutumiers qui prennent les services, mais qui ne sont pas soutenus malheureusement pour assurer un certain nombre de services sociaux de base, mais c'est eux qui gardent la population, qui sécurisent la population, qui assurent l'approvisionnement des habitants, un minimum de services, un instituteur, un infirmier, même si les régions contrôlées par les djihadistes, dans ces régions, justement, on ne tolère pas l'école publique telle qu'on connaît habituellement. Donc, il y a vraiment ces défis de s'adapter au vide institutionnel laissé par le départ des maires, des conseillers communaux, par des chefferies qui essayent justement de pallier à l'absence des pouvoirs publics. Il y a aussi un effort de démocratie directe dans certaines localités, puisque ces chefs coutumiers-là, ils font jouer donc la démocratie directe, les réunions publiques pour pouvoir décider de, de la vie publique. Et donc, il y a les services qui sont vraiment communs on va dire, dans beaucoup de pays, peut-être au Cameroun, au Congo. On a un instituteur, on a un infirmier, on a un agent de police. C'est banal dans le reste du monde. Mais
Au Mali, aujourd'hui, c'est un défi énorme pour un chef de village de maintenir un minimum de services publics dans son village ou dans son canton, quoi. Bon. Et l'une des opportunités, c'est aussi l'apport de la diaspora. Au Mali, notamment devant la crise humanitaire, beaucoup de gens, beaucoup de Maliens que vous croisez font vivre des dizaines, voire des centaines de gens. Ils financent les services publics dans leur localité, les dispensaires, les écoles. Ils travaillent dur à l'étranger pour financer cela. Et lorsque les parents sont déplacés, moi, par exemple, du côté de ma mère, on a 45 déplacés. Et le gouvernement s'est contenté de venir compter les, les personnes, noter le nombre d'enfants, le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Et ensuite, ils ne sont plus jamais revenus depuis mars 2024. Entre-temps, on a une grand-mère qui est décédée. C'est des gens qui ont été contraints de se déplacer de leur région en raison de l'insécurité et qui sont obligés de rejoindre les grandes villes pour se mettre à l'abri, quoi. Bon, c'est la diaspora qui soutient tous ces gens-là. Il y a des villages qui sont assiégés aussi, hein, et c'est les diaspora qui envoient de l'argent pour faire vivre les gens, puisque assiégé, tu ne peux pas aller au champ, tu ne peux pas commercer. Et donc, ils utilisent un système de transfert d'argent pour faire parvenir de l'argent et des vivres, et même parfois des vivres par hélicoptère, hein, avec le soutien de l'armée à des populations assiégées. Bon, donc, la diaspora malienne est vraiment une diaspora extraordinaire, dans ce sens qu'elle pallie vraiment au, au manque comment dire, des pouvoirs publics. Euh, il y a aussi des opportunités nouvelles qui se présentent à nous. Le Mali est un pays producteur de lithium, parmi les plus importants au monde maintenant. Et donc, c'est assez récent. D'ailleurs, ces lithiums sont produits dans ma région. C'est des mines. Produire, c'est trop dire parce que c'est des mines, quoi. C'est extrait, on va dire. Voilà. Mais le gouvernement envisage justement de transformer, d'exploiter ces lithiums sur place pour que ça profite à l'économie locale, notamment à la transformation écologique, énergétique, parce que le lithium, c'est important pour les batteries, hein, pour l'électricité, voilà. Donc ça, ce serait une opportunité considérable pour le pays, puisque nous serons à même beaucoup de ménages se procurent déjà des batteries et ne sont plus connectés au réseau électrique public. Et avec le lithium produit et transformé au Mali, donc ça va vraiment être un boom pour l'économie du Mali et aussi pour l'approvisionnement énergétique, pour l'écologie, même s'il y a des revers aussi par rapport à des... Parce que néanmoins, c'est quand même des mines. Et on ne sait pas, la question de durabilité est là aussi, au sens figuré comme au sens propre, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on peut exploiter le lithium et l'impact sur l'environnement. Il y a aussi l'impact du lithium sur les transports publics. Aujourd'hui, on commence à voir des motos, taxis électriques. Demain, on va avoir des bus électriques qui vont pouvoir circuler dans le pays. Et donc, des communes modestes vont pouvoir se procurer justement des bus et assurer un minimum des transports publics. Mais il y a aussi aujourd'hui la possibilité dans certaines localités, notamment pour le transport intercité, on va dire dans le milieu rural, les transports par traction animale à horaires réguliers, à dos des charrettes
qui passe d'un village à 5 heures l'après-midi, arrive à l'autre. C'est des choses aujourd'hui que les chefs coutumiers essaient de mettre en place dans leur village, et alors même que euh, les maires, les maires pouvaient le faire peut-être il y a longtemps. Donc, je trouve que c'est aussi une forme, c'est une innovation et aussi c'est écologique de pouvoir se déplacer d'un village à l'autre à traction animale. D'autant plus que les villageois n'ont pas forcément la même notion du temps que les populations urbaines. Donc, si tu fais 2 heures pour aller au village d'après, ça ne te pénalise pas autant que pour une personne qui habite une grande ville. Bon, il y a aussi le, le transfert d'argent, enfin le paiement électronique qui se généralise et qui est très bien pour les finances publiques parce que ça évite un peu la corruption, mais aussi ça augmente la fluidité du commerce. Et, et avec le développement du transfert en ligne, on a aussi vraiment une digitalisation de la société. Le commerce se digitalise, les rapports humains se digitalisent énormément et les jeunes sont très agiles avec ça, ce qui est vraiment formidable puisque c'est des jeunes qui arrivent à innover, à faire des choses extraordinaires, euh, alors qu'ils n'ont même pas souvent accès à l'école. Bon, donc je m'arrête là par rapport aux opportunités, parce il y en a d'autres, mais pour vous présenter un peu une carte des opportunités au Mali et des ressources, et même peut-être même des crises, c'est qu'on peut diviser le Mali en trois grandes zones. Le nord du pays, dont la ville emblématique est Tombouctou, est une ville académique, est une ville cultuelle. C'est un lieu de culte, c'est un lieu de pèlerinage, voilà. Et c'est une ville touristique majeure. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi l'un des foyers principaux de l'insécurité, puisqu'une partie du nord du pays, justement, dont fait partie Tombouctou, est occupée par l'État islamique, l'autre par les groupes armés indépendantistes, une autre partie par l'État, dont Tombouctou elle-même. Bon, donc le tourisme ne peut pas décoller et la vie académique ne peut pas non plus décoller eu égard de ces situations. Donc la région la plus sinistrée du pays, c'est la région du Nord. Et donc ça, et pour cause, c'est pour ça qu'il y a aussi des regains d'indépendantisme et tout. Le centre du pays, à mon avis, c'est la région la plus belle du pays. C'est la Riviera malienne. C'est vraiment une région très verte, très belle, avec beaucoup d'eau, puisque c'est c'est la région où le fleuve Niger et d'autres fleuves locaux sont les plus foisonnants, avec, avec des localités qui sont même euh, des, on appelle notamment l'interfleuve, des localités qui sont vraiment comme un îlot coupé, encerclé par le fleuve de toutes parts. Donc, si le pays était en paix, ça serait vraiment le lieu où tout le monde aurait aimé avoir une villa, vivre une vie de villégiature. Et culturellement aussi, c'est une région très intéressante puisque c'est une région de mixité culturelle très, très dense. Peul, Bozo, Bambara, Dogon, etc. Et donc, cette région peut compter en temps normal sur le tourisme aussi. Et aujourd'hui, avec l'insécurité, il y a vraiment un souci avec ça. Donc, c'est une région sinistrée. La région qui vit encore, c'est la région du sud, le sud global, le sud malien. Le sud, en vérité, c'est le sud-ouest.
Et c'est là aussi qu'on a les mines de lithium, on a les principaux mines d'or. C'est là aussi qu'on a les ressources agricoles les plus importantes, c'est notamment le coton qui est produit massivement au sud du pays, vers la Côte d'Ivoire, région Koutiala et puis Sikasso. La deuxième ville économique du pays, d'ailleurs, se trouve au sud. C'est une ville secondaire au niveau administratif, mais c'est une ville, la deuxième du pays au niveau démographique et au niveau économique, c'est Koutiala. C'est très peu connu à l'extérieur, mais c'est vraiment un poumon, le deuxième poumon économique du Mali. C'est au sud. Donc, justement, le sud aussi se caractérise par sa démographie. Les grandes villes sont au sud. Je crois que 80% des Maliens sont au sud. Et c'est là qu'on a les universités, c'est là qu'on a les grandes écoles, les industries, c'est là qu'on a les services publics, l'État, les institutions. Donc, aujourd'hui, euh, l'insécurité, malheureusement, euh, touche aussi quelque peu le sud, voire même l'ouest du Mali, jusqu'aux frontières sénégalaises. Donc, donc, ça reste encore un défi extrêmement euh, compliqué à relever pour le Mali, d'endiguer la sécurité pour pouvoir justement profiter de l'ensemble de son potentiel. Le défi institutionnel aussi est là, puisque la démocratie est en crise dans notre société. La population est en désamour avec la démocratie telle telle qu'on l'a connue jusqu'ici. Et donc, euh, il y a vraiment, encore une fois, une crise multidimensionnelle au Mali, une crise sécuritaire, institutionnelle, une crise humanitaire et bien sûr une crise économique. Donc, autant vous dire que les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030 ne seront malheureusement et de loin pas atteints. Et pour mon pays, j'ai vu vraiment qu'il y a des objectifs louables au niveau innovation, au niveau service public, au niveau développement humain, quoi. Et pour le Mali, on va peut-être, je ne sais pas comment on dit en bon français, on va attendre, on va laisser passer un tour. Voilà. Mais on reste optimiste, ça ira bien, je pense. Voilà. D'autres pays on fait pire et ils s'en sortent assez bien aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour, voilà. Merci pour l'écoute. J'ai été un peu long. C'est très bien. Là, merci. Non, on applaudit l'intervenant de nous faire cette analyse pour eux. Oui. Mhm. Parce que je connais Mhm. Mhm. c'était pas comme ça. Mhm. J'ai mal. Mhm. En tout cas, Je peux poser quelques questions. mhm. En tout cas, vraiment merci à Daman pour cette analyse froide, hein. C'est vrai que on a tendance à regarder là où ça fonctionne un peu mieux en Afrique pour encourager d'autres initiatives, mais ce qui est bien aussi,